Bonjour et bienvenue dans cet épisode particulier de Cœur de Business 42. Il s'agit de la table ronde organisée à l'issue du salon Industrie, le savoir-faire local, du club des entrepreneurs de Londaine, Cléo. Cet événement a eu lieu le 28 mars 2023 au Firmament à Firminy. À cette occasion, j'ai eu l'honneur d'accueillir Olivier Blanc de Sam Outillage. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Merci, bonsoir à tous. Merci déjà à tous d'être là ce soir, c'est formidable pour ce premier événement de Salon Industrie de Cléo. Donc ce soir, la table ronde, elle sera sur deux thèmes, sur l'industrie du futur 4.0, c'est-à-dire la transition numérique, et puis l'industrie du futur 5.0, la responsabilité sociétale des entreprises, ou comment remettre l'humain au cœur de l'entreprise, et notamment de l'industrie. Et j'aimerais vous parler ce soir un petit peu de littérature. Alors pourquoi la littérature ? Eh bien parce que moi, dans la littérature plutôt romanesque, des histoires d'aventure, voilà, les romans qui nous amènent dans des endroits fabuleux. Et en fait, j'aurais aimé parler de littérature parce que je vois trois niveaux qui se rapprochent par rapport au sujet de ce soir, c'est-à-dire l'industrie du futur. Le premier niveau, c'est le niveau des auteurs, des écrivains. Ce sont ceux qui vont imaginer, qui vont être les visionnaires, comme on peut en avoir dans l'industrie. Ensuite, il va y avoir le deuxième niveau. Ce sont les protagonistes, les héros, les héroïnes, qui eux vont vivre les aventures, nous partager leurs aventures et nous inspirer. Le troisième niveau, qui est aussi important que les autres, c'est le niveau des lecteurs. Et en fait, les lecteurs, ce sont les vrais créateurs. Pourquoi je dis que finalement ce sont les lecteurs qui sont les vrais créateurs, alors qu'on pourrait imaginer que ce sont les auteurs, les écrivains? Eh ben non, parce qu'en fait, les écrivains, ils nous emmènent dans un univers, ils nous décrivent avec leurs mots ce qu'ils ont envie de nous transmettre. Les protagonistes, eux, vont vivre les aventures, vont nous inspirer. Mais finalement, ce sont bien les lecteurs, dans la façon dont ils vont interpréter, dans la façon dont ils vont imaginer les mots, dans la façon dont ils vont vivre les aventures des héros, ce sont bien eux qui vont se créer eux-mêmes leur propre univers. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse se dire ce soir à la fin de cette table ronde, c'est qu'on puisse, nous aussi, même simples lecteurs, s'inspirer des gens qui vont plus loin que nous, qui imaginent, qui sont visionnaires. On peut pas tous être visionnaires, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que si on est bien observateur, si on arrive à regarder ces visionnaires et toutes ces aventures, on va pouvoir nous-mêmes être les propres créateurs des richesses industrielles de demain. Quand on parle de littérature, d'industrie et de futur, la première personne qui me vient en tête, c'est Jules Verne. Alors certains peuvent rigoler ce soir parce que ils ont peut-être assisté à la même conférence que moi il y a 15 jours, mais j'aimerais faire une petite histoire de moi envers Jules Verne. En fait, je pense que c'est dans l'inconscient collectif. En fait, Jules Verne, il est là à travers nous. Il est là tout le temps parce que on est français, qu'on a vécu et qu'on connaît toutes ces histoires, le tour du monde en 80 jours et bien d'autres. Et en fait, je me suis rendu compte, donc au mois d'octobre, j'étais à Amiens, j'accompagnais ma femme à un de ses exploits sportifs. Et le lendemain des exploits d'Élodie, du coup, nous étions à Amiens et nous avons visité la maison de Jules Verne. Parce que Jules Verne, en fait, a passé la fin de sa vie. Il est né à Nantes, mais il a passé la fin de sa vie à Amiens. Et donc, on visite cette maison-là et j'ai découvert son univers. Et en fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte que je croyais le connaître, mais en fait, j'avais jamais rien lu de lui. On avait vu quelques films, on imaginait connaître, à Disneyland aussi, donc Space Mountain, de la Terre à la Lune, on en parlera tout à l'heure. Et en fait, je connaissais pas Jules Verne et je me suis mis à découvrir ses écrits il y a seulement quelques mois. Et ça m'a passionné. Et il se trouve, comme je le disais, c'est qu'il y a 15 jours, j'ai pu assister à une grande convention qui se situait à Nantes, justement, sur le management dans les entreprises. Et du coup, à Nantes, forcément, c'était le pays de Jules Verne et j'avais encore affaire à Jules Verne. Et du coup, c'est ce qui m'a fait penser, pour parler de Jules Verne ce soir, c'est ce qui m'a inspiré parce que j'avais commencé du coup le livre de la Terre à la Lune avant de partir à Nantes. Du coup, j'ai fini bien sûr en revenant. Et j'ai trouvé ce récit passionnant et pas forcément par rapport à l'épopée, mais vous allez voir tout à l'heure. Je vais vous en lire quelques extraits et pourquoi ça m'a passionné. Ce que je trouve intéressant chez Jules Verne, c'est que tout le monde pense que c'est un visionnaire, qu'il imagine le futur.
D'ailleurs, c'est assez remarquable parce qu'il écrit dans les années 1800 et finalement, il y a des choses qui peuvent se réaliser après quelques décennies, voire siècles plus tard. Et en fait, on croit que c'est un imaginaire, mais en fait, c'est complètement faux. Jules Verne, c'est un savant. C'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à l'industrie, qui s'intéresse à la science de son époque. Et en fait, c'est un extrapolateur. Il se base de la réalité de ce qu'il connaît aujourd'hui, des avancées de la science du jour, pour imaginer ce que pourrait être demain, mais bien à partir d'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que je trouve passionnant. Du coup, je vais vous lire des petits extraits de La Terre à la Lune, parce que je trouve ce livre passionnant. Alors, au-delà de la quête, forcément, de viser la Lune, ce qui sera accompli quand même plus de 100 ans plus tard, en 1969, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le projet. Donc en fait, je vais vous raconter rapidement l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vais aller très vite, rassurez-vous, je laisserai le micro finalement, quoi qu'il arrive. Donc c'est Monsieur Barbicane qui est président du Guns Club, donc un club de tir, et qui se dit tiens, on va lancer un boulet sur la Lune. Donc l'objectif c'était de viser directement la Lune. Bon, je vous passe toutes les histoires, les péripéties souvent techniques et industrielles bien sûr. Et puis il y a un aventurier français qui s'intéresse au projet et qui vient dire moi non seulement j'aimerais bien participer au projet avec vous, mais moi j'aimerais être dans le boulet pour aller sur la Lune. Et de fil en aiguille, donc du coup, il sera accompagné par Monsieur Barbicane et par Monsieur Nicole, qui est l'opposant de Monsieur Barbicane, et voilà, qui de fil en aiguille, ils vont se retrouver tous les trois dans le boulet de canon, qui finalement sera lancé en direction de la Lune, dans l'objectif d'atteindre la Lune en direct, percussion, on atterrit et c'est la fête. Donc là, je vais vous lire des petits passages du dernier chapitre, qui est super intéressant. Donc le boulet a été lancé il y a quelques jours, et en fait, tout le monde observe vers la Lune pour enfin voir apparaître le projectile, ce qui finalement arrivera. Donc là, c'est une lettre de ceux qui ont observé le projectile. À messieurs les membres du bureau de l'Observatoire de Cambridge. Le projectile, lancé par la Columbian de Stones Hill, a été aperçu par messieurs Belfast et Maston le 12 décembre à 8h47 du soir, la Lune étant entrée dans son dernier quartier. Ce projectile n'est point arrivé à son but. Il a passé à côté, mais assez près cependant pour être retenu par l'attraction lunaire. Là, son mouvement rectiligne s'est changé en un mouvement circulaire d'une rapidité vertigineuse et il a été entraîné suivant une orbite elliptique autour de la Lune dont il est devenu le véritable satellite. Ce que je trouve passionnant dans ce passage-là, c'est qu'en fait on découvre, à la fin du livre, que tout ce qu'on a vu avant, tout ce qu'ils ont fait avant, c'est pour rien parce qu'ils ont raté leur but. J'étais hyper déçu. Moi, je m'attendais à un happy end, on atterrit sur la Lune, on se fait des bisous, on plante le drapeau, et puis voilà, fin du livre. Et non, finalement, en fait, ils n'ont pas atteint le but. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Je vous lis un petit passage qui est un tout petit peu plus loin. Que de questions soulevait ce dénouement inattendu? Quelle situation grosse de mystère l'avenir réservait aux investigations de la science? Grâce au courage et au dévouement de 3 hommes, cette entreprise, assez futile en apparence, d'envoyer un boulet à la Lune, venait d'avoir un résultat immense et dont les conséquences sont incalculables. Les voyageurs, emprisonnés dans un nouveau satellite, s'ils n'avaient pas atteint leur but, faisaient au moins partie du monde lunaire. Ils gravitaient autour de l'astre des nuits et pour la première fois, l'œil pouvait en pénétrer tous les mystères. Les noms de Nicole, de Barbicane, de Michel Ardan devront donc être à jamais célèbres dans les fastes astronomiques, car ces hardis explorateurs, avides d'agrandir le cercle des connaissances humaines, se sont audacieusement lancés à travers l'espace et ont joué de leur vie dans la plus étrange tentative des temps modernes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Déjà, ça soulève, en 1865, c'est-à-dire plus de 100 ans avant la conquête de la Lune, ça soulève aussi le problème de la conquête et de la quête de la science. C'est-à-dire à quelle utilité peut avoir d'aller sur la Lune? Mais même dans les années 50, dans les années 60, c'est vrai que pour le commun des mortels, au-delà du fait que ce soit un exploit extraordinaire, ça peut paraître, comme il le dit ici, futile de dépenser des sommes astronomiques, pas le jeu de mots, pour finalement aller conquérir la Lune. Qu'est-ce que ça va nous apporter au quotidien? Et en fait, c'est ça tout l'intérêt et c'est ça tout le génie, je trouve, dans ce livre, c'est que plutôt que de finir en happy end, en fait, l'intérêt, c'est pas dans l'objectif, mais c'est dans tout ce qu'on va accomplir et créer pour atteindre cet objectif aujourd'hui. Et quand bien même on n'atteindrait pas notre objectif, évidemment, le progrès aurait quand même été accompli. Je vais juste vous lire la toute fin du chapitre. Alors, je ne veux pas spoiler. En même temps, je ne suis pas sûr qu'on puisse spoiler un écrit de 1865. Donc, je vais vous lire la toute fin du chapitre. Donc là, c'est Waston, c'est un ami de Barbicane qui en voyant le projectile, se dit j'espère que mes amis ils vont revenir en vie. Mais en même temps, il a tellement confiance et foi en eux qu'il est optimiste. Nous correspondrons avec eux, disait-il, à qui voulait l'entendre, dès que les circonstances le permettront.
Nous aurons de leurs nouvelles et ils auront des nôtres. D'ailleurs, je les connais, ce sont des hommes ingénieux. À eux trois, ils emportent dans l'espace toutes les ressources de l'art, de la science et de l'industrie. Avec cela, on fait ce qu'on veut et vous verrez qu'ils se tireront d'affaire. Juste, je vais vous répéter, à eux trois, ils emportent dans l'espace toutes les ressources de l'art, de la science et de l'industrie. Avec cela, on fait ce qu'on veut. C'est quand même une conclusion magnifique. Et c'est pour ça que ce soir, je vous invite à suivre les aventures justement de deux aventuriers de l'industrie ligérienne. On va tous prendre ce soir notre position de lecteur pour se laisser guider et influencer par ces aventuriers pour que demain, en pensant à l'avenir, nous soyons les créateurs d'aujourd'hui. Je vous demande, sous un tonnerre d'applaudissements, d'accueillir Olivier Blanc de Sam Outillage. Merci. Donc voilà la présentation de l'atelier de Sam Outillage, société qui a plus d'un siècle et qui est sur la région de Saint-Étienne, et qui est en pleine transformation 4.0. Donc je vais vous présenter Olivier Blanc. Olivier, merci d'être venu ce soir. Donc vous êtes le président de la société, marié, 3 enfants, 53 ans et 4e génération, arrière-petit-fils de François Blanc, qui était le fondateur en 1906 des Forges Stéphanoises, puis en 1921 de la marque Sam. Est-ce que, Olivier, vous pouvez nous expliquer d'où vient le nom de Sam ? Ça, c'est toujours une petite anecdote. En fait, on s'est retrouvés en 1900, juste après la Première Guerre mondiale, en pénurie d'outillage à main. Et à l'époque, tout ce qui était à connotation américaine était très à la mode. Et donc, on a décidé d'appeler le premier coupe-boulon, le fameux ball cutter, Sam, en référence à l'oncle Sam. C'est tout simplement ça. Ça ne veut pas dire société anonyme de mécanique ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une référence à l'oncle Sam d'Amérique. Merci Olivier. Après 2 expériences professionnelles dans les grandes entreprises Renault, en service communication, et Sodexo pour l'organisation des JO de 92, et à la suite de vos études en école de commerce à Paris, vous avez directement intégré le groupe Sam en 1993 en tant que responsable de la succursale belge, avant une responsabilité plus élargie sur l'export global jusqu'en 2002. Vous avez dirigé successivement le marketing, le service commercial puis la logistique en 2008 et vous en êtes devenu le directeur général en 2011. Vous êtes également très impliqué dans la vie économique locale et vous occupez divers mandats, vice-président de la CPME Loire, membre du pôle industrie nationale, élu de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, membre du conseil de gouvernance de l'école d'ingénieurs Télécom Saint-Étienne et président du syndicat français de l'outillage, le SIO. Olivier, est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi Sam Outillage aujourd'hui est dans une transformation 4.0 ? Alors, ce qui est intéressant, parce que je pense que mon témoignage, beaucoup d'entre vous pourraient le faire. D'ailleurs, j'ai été très content de revoir certains parmi vous qui ont œuvré pour Sam et aussi chez Sam. Là, on s'est retrouvés, nous, dans une problématique extrêmement forte dans les années 2010-2015, où il y a eu dans notre filière une concentration colossale des acteurs, d'abord au niveau de nos concurrents, qui se sont tous rachetés pour construire autour de trois, je dirais, grandes compagnies américaines, 3 mastodontes de l'outillage à main, et aussi qui se sont énormément mondialisés, puisque on va dire que la délocalisation qui s'est faite en Europe et aux États-Unis a profité énormément au continent asiatique, comme vous le savez, et il s'est formé petit à petit des grands faiseurs dans ces pays-là. Et nous, on s'est retrouvés à un moment, vous savez, je suis fier d'être à côté du nom Nexter, puisque je retrouve un peu cette fameuse notion de David et Goliath. On s'est retrouvés, nous tout petits, dans ce monde de l'outillage, face à ces énormes entreprises de plus de 10 000, 15 000 collaborateurs, avec toujours cette volonté de rester indépendant financièrement. On était, dans les années 2000, on était en bourse. Le groupe Forges Stéphanoises était en bourse. On avait fait la scission des entités Cette-Forge et Sam. Et la première opération qu'on a fait en 2014, ça a été de ressortir Sam de bourse pour pouvoir justement récupérer notre indépendance. Sauf que là, il nous fallait un projet, parce que continuer dans l'outillage à main, alors que on devait opérer dans ce contexte-là, ça devenait compliqué. Et le Covid, en plus, est arrivé à ce moment-là.
C'était il y a 3 ans. Il faut quand même qu'on se souvienne. Il y a 3 ans, on se retrouvait chaque entrepreneur, chaque patron, tout seul dans nos entreprises, à se demander bien comment on allait pouvoir continuer l'activité. Et là, c'est le monde de l'usine 4.0 qui, pour nous, a été un vrai appel d'air. Depuis 3 ans, on a entrepris un Sam Lab, on a entrepris un Sam Fab, on a entrepris une Sam Academy pour complètement s'intégrer dans ce nouveau monde. On a énormément investi dans l'innovation. Ça représente plus de 6% de notre chiffre d'affaires chaque année. Mais tout ça, on a pu le faire, et c'est ça qui est pour moi extrêmement fort et formidable à Saint-Étienne, grâce à 2 choses. La première chose, c'est cette fameuse culture stéphanoise, cette fameuse culture industrielle stéphanoise et cette notion de l'engagement. Moi, j'ai toujours été très, très, très marqué par le fait que ce sont nos opérateurs qui sont revenus les premiers au boulot au mois d'avril 2020, en se disant qu'il fallait absolument qu'ils participent et qu'on puisse reconstruire un SAM nouveau pour pouvoir continuer. Cette notion de l'engagement, on l'a très fortement à Saint-Étienne et il faut le cultiver. Le deuxième élément extrêmement fort aujourd'hui et dont on bénéficie pleinement, c'est la qualité de la formation à Saint-Étienne qui nous permet d'avoir beaucoup de jeunes, d'intégrer beaucoup de jeunes. Et à un moment où vous vivez où nous vivons comme vous tous, des problématiques de recrutement infinies sur certains métiers, l'intégration de ces jeunes, l'engagement de ces jeunes dans nos savoir-faire, c'est devenu quelque chose d'extrêmement fort et important. On a beaucoup travaillé, nous, sur cette notion de capital humain, et c'est pour ça que quand on parle de RSE, c'est beaucoup plus que des mots. On vient d'avoir, nous, la médaille d'argent EcoVadis. On se fixe l'objectif d'avoir la médaille d'or. C'est utile pour nos clients, puisque nos clients grands comptes, d'ailleurs comme Nexter, nous le demandent. Mais c'est surtout un gage, je crois, de solidité, de robustesse et de pérennité pour nos entreprises. Vous voyez tous les chocs qu'on passe les uns après les autres, le Covid, la crise en Ukraine, la problématique des matières premières, la problématique des composants, aujourd'hui l'inflation. On est tous obligés de construire des modèles qui sont extrêmement robustes et résistants au contexte auquel on vit. Et pour ça, et pour arriver à ça, la seule façon pour nous, c'est justement de travailler sur cette notion d'engagement collectif. Travailler sur cette, je dirais, implication de nos collaborateurs. Et je dois dire que le fait de le construire avec des jeunes, avec beaucoup de jeunes, on accueille, nous, plus de 80 stagiaires par an chez SAM. On a intégré plus de 30 jeunes en contrat d'alternance, qui a été une très, très, très belle, je dirais, loi mise en place en France. C'est avec toutes ces nouvelles équipes qu'on arrive à construire le SAM nouveau. Et on est fiers d'ailleurs de montrer ce film du centre logistique. On considère que dans le monde des fabricants, surtout sur la région Rhône-Alpes, on a le centre logistique le plus moderne et le plus performant de la ville et de la région. Et d'ailleurs, je vous invite à venir le visiter. Et pour nous, c'est un peu le modèle de ce qu'on veut construire pour demain chez SAM. Alors, je vous le cache pas, la transformation industrielle, elle est aussi extrêmement complexe, elle est très coûteuse, elle nécessite beaucoup d'investissements. Mais avec cette énergie qu'on arrive à retirer de cette jeunesse, c'est des choses qu'on parvient à construire. Aujourd'hui, nous, on est lancé à plein dans l'innovation. On est complètement conscient que nos clés, nos marteaux, nos tournevis, ça va devenir de plus en plus compliqué dans l'avenir.
Les industriels, nous on travaille que pour les professionnels, hein. Les industriels de la maintenance, le monde de la réparation automobile utilisent de moins en moins d'outils, je dirais, basiques. Et donc, il faut aller vers des outils qui sont de plus en plus à valeur ajoutée. On a énormément investi pendant 7 ans sur un concept de clés mécatroniques, hein. Donc, c'est des clés à la fois mécaniques et électroniques pour le serrage des écrous. Et là, depuis maintenant 6 mois, on a sorti une nouvelle innovation dans le rangement intelligent. Voilà, c'est la dernière innovation qu'on a pu lancer. Faut reconnaître qu'il y a eu du chemin de parcouru depuis le Covid, puisqu'on a commencé à travailler sur ce concept à la sortie du Covid. Évidemment, on est complètement dans le monde 4.0, puisque on participe complètement à la productivité, à la sécurité des opérateurs, à leur confort quand on travaille sur des propositions et des solutions comme celle-ci. J'avais une petite question par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Vous avez parlé de SAM Academy. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? C'est quoi l'essence du projet et en quoi ça consiste? Quand on parle d'embarquer les équipes, déjà la première chose, c'est de les former. Et quand on parle de former les équipes, chez SAM, on a la chance, on n'est que 170 collaborateurs. Hein, c'est pas Nexter. Vous êtes combien chez Nexter? 4000. L'objectif pour nous, c'est que les 170 collaborateurs soient formés à toutes les innovations qu'on sort. On considère que ce sont tous nos ambassadeurs. Jusqu'il y a encore 4 mois, aussi étrange que cela puisse paraître, on n'avait pas chez SAM d'endroit où on pouvait exposer nos plus de 10 000 produits. On a donc construit une SAM Academy qui nous permet aujourd'hui de faire tourner toutes les équipes et de les former à l'utilisation de nos produits. Et ça, c'est venu aussi d'un élément fort, c'est que pour arriver à les engager dans notre transformation, c'est important de leur donner le sens de cette transformation. Parce que quand vous faites de la transformation industrielle, on le voit bien, on utilise moins de ressources. Enfin, nous, on parle surtout de richesse humaine. Et il faut que nos collaborateurs le comprennent. C'est à ce prix-là qu'on peut se développer. Ces richesses humaines qu'il faut arriver à consolider. Et c'est le sens de cette SAM Academy, parce que ce qui est important, c'est que les gens voient les produits qu'ils fabriquent, mais aussi voient comment on les utilise. Et il faut même, idéalement, arriver à les mettre chez les utilisateurs. C'est ce qu'ils nous demandent pour voir comment les gens extérieurs à l'entreprise utilisent ces produits. C'est ça la caisse de sens, c'est ça qui fait leur bien-être au travail et c'est ça qui crée leur attachement à l'entreprise et qui fait que, quelque part, on peut se satisfaire d'un gros taux de fidélité chez SAM. La SAM Academy, enfin, c'est un élément qui nous a permis de former à distance. Hein. C'est quand même un investissement qui nous permet d'utiliser énormément la visio et surtout de faire la mise en route. Quand vous voyez des machines comme ça, il faut savoir que toute la maintenance se fait à partir de notre SAM Academy. Et elle se fait en direct, en visio. L'utilisateur peut être connecté, explique son problème, et nous, à l'aide d'une machine, d'une caméra, à distance, on peut lui expliquer comment faire la maintenance. On travaille énormément en fait sur le côté visuel aujourd'hui des produits. Vous parliez d'exploiter les concepts de l'usine 4.0. Vous avez évoqué l'outil de travail connecté, MES, automatisation, décarbonation. En quoi vous utilisez ces concepts-là? De toute façon, aujourd'hui, c'est pas à vous que je vais vous expliquer l'importance de décarboner nos outils industriels. On peut en parler, hein. On a notre principal fournisseur qui est ici. On s'est retrouvé au mois de juin, nous, avec une proposition au titre de la dépense énergétique x4, x5 de notre fournisseur d'avant. Et là, je peux vous dire que c'est comme la sortie du Covid. C'est un grand gouffre, un grand vide dans lequel vous vous trouvez.
parce que la seule issue pour nous, c'est l'augmentation des tarifs. Or ça, dans le contexte mondial dans lequel on vit, c'est totalement contre-productif. Donc, on est obligé de mener aujourd'hui des grands investissements de décarbonation et on travaille effectivement sur des projets. Alors, déjà, on peut parler aussi de l'implication des collaborateurs dans les éco-gestes. Nous, on voit sur les 3 mois, on a consommé 20% de moins déjà d'énergie par rapport aux années 2021 et 2022. Je reconnais qu'on devait faire un peu n'importe quoi avant aussi, mais je crois qu'il y a eu une sensibilisation là-dessus. Et en industrie, on travaille beaucoup, par exemple, du passage de la forge à chaud à la forge à froid. Mais ça, je viendrai vous en parler peut-être plus tard, parce que on mène d'ailleurs avec nos fournisseurs ici présents des expériences pour être sûr qu'on arrive à faire les mêmes boulons avec les mêmes fonctionnalités. Nous, on a un outillage qui est garanti à vie, il faut le savoir, c'est ce qui a fait le nom SAM, c'est ce qui a fait sa réputation. Et donc, on s'attache évidemment à ce que les produits qu'on transforme gardent leur capacité de tenue et de robustesse dans le temps. Mais voilà un exemple de projet de décarbonation qu'on mène à tambour battant. Et je dois reconnaître qu'on est aussi bien aidé par les instances publiques pour faciliter l'ensemble de ces transformations. Mais là encore, il faut le faire avec nos collaborateurs. Merci. Quand on a préparé l'émission, on a parlé la table ronde. Vous aviez évoqué au niveau humain le bien-être, la bienveillance et l'interaction. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez interaction ? Voilà, l'interaction, déjà, je viens de vous en parler à travers la SAM Academy. Aujourd'hui, la réussite, la performance, si vous prenez un exemple, on a des équipes aux Pays-Bas. Travailler aujourd'hui avec des commerciaux, avec des profils administratifs de culture néerlandaise, aujourd'hui, ça demande énormément d'échanges. Il faut énormément travailler ce sujet. On a beaucoup travaillé le parcours en fait d'intégration chez SAM, qui commence au moment du recrutement, déjà sur les moyens de recruter, parce que LinkedIn, Facebook, tous les médias sociaux, ça a quand même certaines limites. Et en fait, le meilleur, je dirais, vecteur de recrutement, c'est le bouche à oreille. C'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé. Et après, on a beaucoup travaillé sur les techniques de fidélisation. On a beaucoup travaillé sur le onboarding. Et ça, c'est les jeunes qui nous l'apprennent. Je vais vous dire sincèrement, à plus de 50 ans, quand on vous parle la première fois de onboarding, vous allez voir dans votre dictionnaire ce que ça veut dire onboarding. Et en fait, c'est toutes les actions que vous menez dans votre entreprise et qui leur donnent l'envie et le goût de s'y impliquer et de s'y intéresser. Après, on va travailler aussi le rapport d'étonnement. Le rapport d'étonnement, je ne sais pas si vous le faites, mais c'est un moment exceptionnel. On le fait, nous, au bout de 6 mois, parce qu'on considère qu'au bout de 6 mois, un jeune recruté, on le fait aussi avec des stagiaires qui sont là pour 6 mois, 1 an. On considère qu'au bout de 6 mois, ils ont énormément de choses à dire sur l'entreprise. Et à ce moment-là, on ne peut pas encore leur demander, on ne peut pas encore leur dire, mais on attend de toi de nous aider à travailler ce sujet. On considère qu'au bout de 6 mois, ils ont le droit de pouvoir tout nous dire. Et aujourd'hui, le rapport d'étonnement, on en a passé maintenant de grosses quantités, donc c'est connu de l'ensemble des collaborateurs qui arrivent chez nous. Et pour eux, c'est un vrai moment d'échange où ils arrivent à nous dire des choses qui sont extrêmement fortes, qu'on soupçonne pas du tout. Parce que nous, on a le nez dans le guidon en permanence et on se rend plus compte des petites erreurs, des malentendus, des incompréhensions qu'il peut y avoir dans notre stratégie, dans notre vision. Et ça, c'est vraiment un moment que je vous recommande d'organiser dans vos entreprises parce que, quelque part, c'est leur premier acte d'engagement dans l'entreprise. Après, au bout de 2 ans, on va faire il va y avoir bien sûr les entretiens individuels, mais
aussi, au bout de 2 ans, on va aussi passer à un moment un peu plus particulier où on va essayer de recueillir les éléments de progrès. Mais là, c'est à double des deux côtés. Eux, par rapport à l'entreprise SAM, et nous aussi par rapport à leurs 2 premières années. Et puis, on va travailler d'autres techniques comme le mentorat. Le mentorat, c'est aussi une expérience qui est exceptionnelle parce que le mentor d'un collaborateur, c'est surtout pas son manager. Son manager, il est là pour l'aider à s'épanouir, il est là pour l'aider à s'émanciper. Alors que le mentor, lui, il est là pour l'écouter et il est là pour essayer de voir quelles sont pour lui les pistes de progrès. C'est plus un moment privilégié qu'on va entretenir 2 fois dans l'année et où la personne va pouvoir s'exprimer en toute liberté et davantage parler de ses attentes et le mentor aussi des attentes que peut avoir l'entreprise. C'est comme un accompagnement, c'est comme un guidage. Voilà, ça c'est toutes des techniques qui ont été mises en place beaucoup par les startups, que les jeunes nous ont quelque part apporté et que nous essayons nous de déployer pour les impliquer, les engager et les fidéliser le plus longtemps possible chez SAM. Tout à l'heure, Olivier, vous avez évoqué la crise du Covid. Aujourd'hui, on est encore en train de vivre une crise, enfin en tout cas un moment critique. Comment vous faites? C'est quoi la clé pour vous pour absorber toutes ces crises, pour vivre, pour continuer à développer malgré toutes ces crises? La première clé pour nous, c'est ce qu'on appelle nous notre stratégie Cap 5i, c'est-à-dire l'innovation, la digitalisation. Alors vous me dire c'est quoi le I? C'est Internet. L'international, c'est extrêmement important. L'industrialisation. On considère que en 2025, plus de 70% de notre chiffre d'affaires sera produit en France. On a énormément travaillé, nous, depuis 7-8 ans, pour relocaliser les productions à forte valeur ajoutée. On peut bien sûr pas relocaliser n'importe quel type d'outils. Il y a beaucoup d'outils pour lesquels la guerre est perdue. Il faut le reconnaître. Mais par contre, pour tous ces produits et ces solutions à valeur ajoutée, comme celles que vous avez trouvées, il y a énormément de sens à les intégrer chez nous, en France. Et puis le cinquième, bien sûr, le 5e I, c'est l'individu. C'est évidemment la performance, c'est l'excellence opérationnelle de chacun. Nous, il faut que les 170 collaborateurs mouillent le maillot. Dans notre ville, c'est bien de le dire, pour pouvoir évidemment produire les mêmes produits qui vont se faire chez nos concurrents où ils sont bien sûr plus de 10 000, plus de 15 000. C'est la clé de la réussite pour nous. Merci beaucoup Olivier pour votre témoignage. Olivier, quelque chose qui m'intéresse chez SAM, c'est dans tous ces process d'innovation, ces process de création. Vous êtes sur plein de fronts à la fois, que ce soit technologique, humain. C'est quoi l'essence des projets? Vous partez sur des besoins ressentis ou sur de la pure projection et de l'invention? Non, alors c'est tout simple. C'est grâce à des clients comme Nexter qu'on fait de l'innovation. C'est-à-dire que Nexter, en France, pour ça, on a une certaine chance. Nexter, Stellantis, Renault, Airbus, SNCF, EDF, ce sont tous des acteurs aujourd'hui qui tapent à notre porte et qui cherchent des PME de notre taille pour leur trouver des nouveaux produits et des nouvelles solutions qui justement vont participer à leur transformation 4.0. Et faut reconnaître que dès qu'ils ont trouvé un acteur, c'est ma pensée, dès qu'ils ont trouvé un acteur à leur porte, capable de répondre, ils nous font confiance et c'est avec eux qu'on arrive à développer des projets de ce type-là. La clé mécatronique, elle a été développée avec Airbus. Et c'est aujourd'hui 5 brevets, dont 2 internationaux. Et quand je dis avec Airbus, c'est eux qui ont subventionné l'innovation. Ils nous ont donné une enveloppe et ils nous ont dit voilà de quoi on a besoin. Et on va vous suivre, on va vous accompagner.
On va vous passer quand votre prototype sera prêt. Alors, on passe par les POC, par les MVP, par les prototypes, les EI, tout ça, vous connaissez. On passe par toute cette phase de construction du produit final. Et après, il s'engage sur des quantités. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est de nous assurer que les produits qu'ils nous demandent vont convenir, vont intéresser plusieurs clients. C'est relativement dangereux pour des PME de notre taille quand un client nous demande de développer un produit et qu'il va s'avérer qu'il ne servira qu'à lui. Et on a eu malheureusement quelques mauvaises expériences. On est extrêmement vigilant à ça, à s'assurer que notre produit va convenir à d'autres opérateurs, à d'autres utilisateurs et qu'on pourra les déployer en plus grande quantité. Merci. Est-ce que dans cette industrie 4.0, moi ce que je vois dans ma petite entreprise, dans nos petites entreprises, c'est à la fois ça fait rêver, mais à la fois ça fait aussi un peu peur. On ne sait pas comment y arriver. Et est-ce que chacun à votre tour, avant de prendre les questions, vous pourriez nous donner envie, peut-être nous retirer cette peur ou nous motiver encore plus à franchir le pas et aller vers tout ça? Pour nous, la réponse, c'est notre jeunesse. Quand vous avez peur, vous regardez dans leurs yeux et vous n'avez plus peur. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est formidable avec eux, parce qu'eux, ils sont dans leur monde, c'est leur monde. Nous, toutes ces nouvelles méthodes, toutes ces nouvelles technologies, c'est sûr qu'on a beaucoup de mal à appréhender, à comprendre, à intégrer. On peut juste apporter de l'expérience et donner de l'organisation et de la méthode. Mais les jeunes, ils font le reste. Et c'est ça qui est génial. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions parmi le public. Ma première question, c'est pour Olivier. Vous avez parlé de mentorat, je trouve ça super intéressant. Donc ma question, c'est est-ce que les mentors sont formés et comment vous choisissez les mentors par rapport aux gens qui vont accompagner? Alors, ça c'est une très très bonne question. Nous, on a la chance d'avoir un élément de ma famille qui faisait partie d'un grand groupe pharmaceutique dans lequel ils avaient énormément développé le mentorat. Et il nous a effectivement enseigné quelques techniques de mentorat. Néanmoins, je dirais que l'élément essentiel du mentorat, c'est l'écoute. Et du coup, forcément, les mentors sont des gens d'expérience. Sont des gens qui sont capables, parce que c'est que 2-3 entretiens par an, hein, pas plus que ça, sont capables d'analyser et de synthétiser très vite les attentes qu'ont les collaborateurs par rapport à l'entreprise et évidemment les attentes qu'ont les managers par rapport à leurs collaborateurs. Donc on prend effectivement, il y a chez SAM 10 mentors et chaque mentor a entre 3 et 4 collaborateurs et ce sont forcément des gens qui ont un certain nombre d'années d'expérience. Je voulais savoir comment votre politique RSE a été acceptée par vos équipes. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de freins? Est-ce que ça a été plutôt bien vécu? Chez SAM, on organise 4 plénières par an avec l'ensemble du personnel. Donc, l'ensemble des 170 collaborateurs sont réunis une fois par trimestre et pendant 2 heures, on leur déploie l'ensemble des résultats, l'ensemble des axes de développement, la stratégie, la vision de l'entreprise. Et 2 fois par an, on les réunit une journée entière et on travaille par atelier pour vérifier et s'assurer qu'ils ont intégré tous les éléments de, je dirais, du progrès qu'on essaye de créer dans l'entreprise. C'est super important. C'est super important parce que souvent, nos collaborateurs peuvent retenir les contraintes qui sont nées d'une politique RSE. On peut parler de la protection de l'environnement. On a récemment créé les binômes verts chez SAM. Les binômes verts, c'est une association de 2 personnes qui doivent faire le tour du site et s'assurer que le site est nickel, est nettoyé. Nous, on a la chance d'avoir
des clients qui viennent nous voir quasiment tous les jours, hein, et je vous invite à le faire. C'est intéressant de voir l'évolution de Sam, le passage, la transformation du monde de la forge à justement l'usine 4.0. Et donc, on explique au cours de ces moments, de ces ateliers, pourquoi on va engager chaque collaborateur dans cette démarche-là. Et au final, ils en ressortent, alors qu'au départ, ils le voyaient peut-être comme une contrainte, ils en comprennent complètement le sens et ils sont extrêmement fiers, en fait. Ils sont extrêmement fiers quand nos clients viennent leur dire qu'ils ont le sourire, que le site est propre, que le site est dynamique, qui ressort de ce site, en fait, je dirais, des valeurs familiales extrêmement fortes. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire passer notre politique RSE. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on est en pleine NAO. Ce n'est pas toujours facile, surtout dans un contexte d'inflation comme on est en train de vivre actuellement. Mais c'est avec beaucoup d'échanges, on compte beaucoup sur le CSE, on dialogue beaucoup avec nos syndicats, mais on a l'avantage aujourd'hui d'avoir à Saint-Étienne, et moi je le dis à chaque fois, des gens qui sont quand même extrêmement engagés et qui ont une culture de l'entreprise très très forte. On a tous beaucoup d'amis en dehors de Saint-Étienne qui vivent à ce niveau-là beaucoup plus de difficultés. Pour ça, je crois qu'à Saint-Étienne, vous devez le sentir aussi chez Nexter, on a un engagement qui est remarquable. Une question pour Olivier Blanc. Comment fait Sam Outillage pour protéger toutes ces innovations et être, pas copié, être la première sur l'opération Samouraï? Voilà, quels sont les outils Vous me posez certainement la question la plus compliquée parce qu'il n'y a pas de solution. On a longtemps participé à des salons. On s'est fait prendre tout notre savoir-faire, donc on ne fait plus de salons, mais ce n'est pas une solution. On a déposé des modèles, des brevets. On s'est fait copier des brevets. Aujourd'hui, pour nous, la solution, c'est qu'on est davantage dans ce qu'on appelle la data que dans des produits qui sont copiables. La force d'une innovation telle que celle que vous avez vue, c'est certainement tout ce que ça va apporter au niveau des approvisionnements, au niveau de la disponibilité 24 heures sur 24, la gestion des consommables, etc. Mais c'est surtout cette notion de data. C'est-à-dire qu'à tout moment, un directeur d'atelier, il va savoir qui consomme quoi, à quelle heure, quand, dans quelle quantité, pourquoi, comment. Et ça, c'est pas copiable. Donc aujourd'hui, la seule solution qu'on a trouvée pour ne pas être copié, c'est d'énormément investir dans la gestion de ces données. Merci. Dernière question. J'ai beaucoup apprécié vos propos dans des domaines de l'industrie. Et je voulais vous parler du climat. Vous avez parlé de décarbonation des industries, de contribution à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et j'aimerais savoir, dans la mesure où ce n'est pas confidentiel, quelles sont vos 2 ou 3 pistes d'action pour décarboner vos industries respectives et contribuer à cette neutralité carbone. Je vais vous donner une réponse qui va vous donner satisfaction parce que, en fait, la réponse, elle est chez vous dans le sens où, tout à l'heure, je vous ai dit que à horizon 2025, et alors a fortiori plus tard, 70% de notre chiffre d'affaires sera fabriqué en France. On est tombé, nous, et on n'en est pas fiers, mais c'était aussi la condition de pouvoir survivre à cette époque-là, on est tombé à moins de 30%. Il y a 10 ans, moins de 30% de notre chiffre d'affaires était fait en France. Aujourd'hui, on remonte à toute vitesse. En 2023, on est à 54%. Et en 2025, je peux vous le garantir, on sera à 70%. Mais cela peut se faire qu'à une condition, c'est qu'on puisse compter sur un bassin de sous-traitants, surtout ici à Saint-Étienne, dans le 42, sur lequel on puisse s'appuyer
pour évidemment trouver les produits, ou les accessoires, ou les pièces détachées, ou les éléments qui nous permettent de garder toute notre compétitivité par rapport à ces fameux mastodontes. Et c'est pour ça que moi, je suis très engagé dans la vie, je dirais, publique, et surtout au niveau de la CPME, et je m'occupe du pôle industrie, parce que j'aimerais vraiment qu'on arrive beaucoup plus à pousser le Made in 42 que ce qui est fait actuellement. Et même, j'irai un peu plus loin, le Made in Rhône-Alpes. Je crois qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire, à construire, pour qu'on a vraiment beaucoup d'entreprises, d'industries. On est très généraliste, on a des mastodontes aussi, on a des énormes grands comptes industriels. Je suis sûr qu'ils y trouveraient leur compte. Et il faut absolument qu'on arrive à construire cette force. Et c'est grâce à des clubs comme Cléo, comme Mécaloir, comme la CPME, enfin CPME c'est un syndicat, qu'on arrivera justement à tous bien se connaître et à être plus performants les uns pour les autres. Voilà, moi c'est mon vœu le plus profond. Et je m'attache à travailler pour ça. Je souhaitais déjà tous vous remercier pour votre présence aujourd'hui tout au long de la journée pour ceux qui étaient là. Puis un merci tout particulier à nos 2 aventuriers du soir et qui, je l'espère, vous auront inspiré. Merci beaucoup. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.